La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Chers amis, bonjour, bienvenue à La vie des idées. Alors, la vie politique depuis toujours tourne autour de la question des grands hommes. Peuvent-ils faire l'histoire? Sont-ils capables d'infléchir le destin d'une nation? Est-ce qu'un homme avec une immense volonté peut renverser ce qui semble être une tendance historique lourde? Cela nous oblige à réfléchir aux sentiments et aux passions que le grand homme peut réveiller au service de son action. Cela nous oblige aussi à réfléchir à la place que les historiens lui réservent dans le monde d'aujourd'hui. Cette question du grand homme n'est-ce pas une manière de poser la question de la liberté des hommes de faire l'histoire? À travers ces questions, c'est la question de la liberté humaine que nous poserons dans le cadre de la prochaine heure. Nous poserons ces questions avec, comme invité, l'écrivain et documentariste Carl Leblanc. Bonjour. Bonjour Mathieu. Et avec l'historien Éric Bédard. Bonjour. Alors, petite présentation pour les deux de leurs travaux récents. Carl Leblanc réalisait il y a un peu plus d'un an, je crois, le documentaire Nation, qui était consacré à Lucien Bouchard. C'est une espèce de portrait de Lucien Bouchard qui était remarquablement fait, très touchant, qui nous permettait de mieux comprendre le personnage, son évolution, sa psychologie, ses préférences, sa part tragique, sa part lumineuse. Et Éric Bédard nous a proposé, dans Années de ferveur, un livre qui avait comme bandeau Génération Parizeau, d'une certaine manière, qui est un portrait de l'autre grand homme, on pourrait dire du premier grand homme peut-être, reste à voir, en fait c'est une concurrence entre les deux, entre la grande figure du référendum de 1995, donc qui racontait son adhésion au mouvement souverainiste à travers la figure de Jacques Parizeau, figure immense qui l'a accompagné jusqu'au référendum, jusqu'à la fin, et c'était une méditation aussi sur l'action des hommes en politique. Alors je vous poserai aux deux d'abord cette question, et ensuite on en aura plusieurs autres. Je vais commencer avec vous, Carl Leblanc. Vous vous êtes intéressé donc dans vos documentaires souvent à des moments historiques particuliers. L'échec de Meach, vous êtes intéressé à la venue du général de Gaulle ici avec le chemin du roi. Vous êtes intéressé donc à Lucien Bouchard, donc à des moments historiques où l'action des hommes peut compter. Vous vous êtes intéressé, vous avez aussi fait le portrait de certains de ces grands hommes-là. Qu'est-ce qui vous pousse à vous intéresser à ce qu'on appelle les grands hommes ou les grands personnages? Qu'est-ce qui vous amène à vous intéresser à eux? Il est évident qu'avec une démarche telle que vous la décrivez, je passerai pas pour l'hegelien de service. C'est-à-dire que je ne crois pas. Je crois qu'il y a une grande part d'irrationnel dans le processus historique, une grande part d'accidentel. D'ailleurs, on évoque les grands hommes, mais il y a beaucoup d'apparitions de grands hommes qui se sont faites de façon fortuite dans l'histoire de l'humanité, des destins qui se sont avérés et qui pour une raison ou pour une autre, mais qui n'étaient pas programmés. Moi, j'ai grandi dans un univers plutôt, je dirais, teinté par l'idéologie de gauche. Et cette idéologie du collectif, évidemment, avait tendance à considérer comme ringard l'attention qu'on pouvait donner à ce que vous qualifiez de grands hommes. Donc très longtemps, je me faisais un devoir de dire je ne crois pas à ça. C'est une notion, les grands hommes et leur pouvoir, le volontarisme en politique. J'y croyais pas, mais quand on vieillit, on est forcé d'enregistrer le réel. Et dans le réel, et dans l'histoire récente du Québec, par exemple, dans le cas du référendum de 95, vous l'évoquiez, il est évident que la participation d'hommes comme Parizeau et Bouchard a été déterminante. Moi, je m'y suis intéressé, et vous soulevez le terme de liberté, pour moi, c'est fondamental. La notion ou l'idée de l'intervention d'une individualité forte en histoire, pour moi, elle est incontestable et elle est consubstantielle de la part de liberté qui entre dans le jeu de l'histoire. Je veux dire, il s'agit pas de nier les forces productives, les forces de production, le jeu social qui entre en ligne de compte et la dimension collective de l'histoire. Mais nier le fait que des hommes peuvent influer sur cette histoire, l'accélérer, la ralentir, la tuer dans l'œuf, la faire déraper, parce que ça peut être nier ça. Pour moi, c'est nier le fait que la marche des hommes et des femmes dans leur destin est incarnée. Et donc moi, je me suis intéressé à ça parce que je voyais bien que cette action de certains
certains individus qui sont pas toujours de grands intellectuels, qui sont pas toujours de personnalités remarquables, qui sont parfois des personnalités d'action. Hein? Récemment, je relisais un entretien que Jean-François Revel avait accordé à la sortie d'un de ses essais fameux, La connaissance inutile, et il donnait comme exemple Truman et Reagan comme des hommes à l'intelligence fruste, mais des hommes d'action qui avaient été déterminants à leur époque. Donc, c'est clair que je crois que si je m'y suis intéressé, moi, dans mon travail, c'est parce que je voyais là une clé d'explication, pas exhaustive, pas totale, mais une clé de l'explication de la marche de l'histoire. Éric Bédard, je vous relance la même question, mais avec une petite précision. Karl Leblanc l'évoquait, le genre biographique a très mauvaise réputation en histoire, à tout le moins il l'avait. Comment expliquer cette espèce de méfiance envers l'étude de ce qu'on pourrait appeler les grandes individualités? C'est un peu ce que disait Karl Leblanc, c'est-à-dire que les deux grands courants qui ont beaucoup influencé l'histoire et les sciences sociales au XXe siècle, si on prend ça de haut, c'est l'école française des annales. Oui. L'école française des annales, je vous le rappelle, c'était justement une réaction à une histoire positiviste très axée sur le document et sur l'histoire politique, l'histoire militaire. Et donc, les annales disaient, attention, il y a différents... c'était Fernand Braudel qui disait, il y a différents temps dans l'histoire. Il y a le temps géologique, la Méditerranée qu'il avait étudié. Il y a le temps social, les classes sociales. Et il y a le temps politique, l'événement. Mais ça, il dit, vous savez, c'est comme la houle sur le haut des vagues de l'océan. C'est un peu superficiel. Il faut étudier les forces C'est comme profondes. La superstructure des marxistes. Et voilà. Donc, le deuxième grand courant qui a influencé aussi, justement, les sciences sociales et l'histoire, c'est le marxisme, où, ce sont les peuples, les classes qui font l'histoire. Et on a un peu transposé ça, et vous l'avez mieux étudié que nous, Mathieu, mais dans le fond, post-68, on s'est cherché des peuples de remplacement. Alors là, ça a été les minorités, puis c'est les femmes. On cherche de nouveaux moteurs de l'histoire, mais l'idée que les individus font l'histoire, ça, on a du mal avec ça. Ajoutons à ça un autre élément de réflexion, si on laisse de côté le genre biographique, c'est qu'on est en contexte démocratique. Hein? En contexte démocratique, admettre que le grand homme est déterminant, c'est gênant, puisque ce sont les peuples qui, ultimement, devraient décider. Et je me rends compte qu'il n'y a pas eu une réflexion si poussée de faire ce lien entre les grands personnages, la liberté humaine et la démocratie. Il y a comme un malaise. Et au fond, ce qu'on découvre avec le temps, avec la pratique démocratique qui fait maintenant, on pourrait dire, 2 siècles que l'Occident est à pieds joints là-dedans, ajoutons à ça que nous, on est, en plus d'être dans la démocratie, on est en Amérique. On n'a même pas de dynastie, on n'a pas de roi, on n'a jamais connu ça. Donc, le malaise avec les grands personnages vient du fait, je pense que là, on commence par la pratique à s'en rendre mieux compte, c'est que même en régime démocratique, on peut adhérer à des idées, mais aussi il y a une part affective dans la politique. On adhère aussi à des personnages qui incarnent. Karl Leblanc a dit « incarner ». C'est-à-dire que adhérer à la démocratie, mettons, je prends, mettons, l'histoire du Québec, on peut adhérer au programme du Parti canadien en 1806, mais on peut aussi adhérer et faire confiance à Pierre Bédard en particulier. Et même chose en 1837 et même chose plus tard. Donc, les idées ne marchent pas seules dans la rue, j'ai pas inventé la formule, elles sont incarnées par des gens auxquels on adhère. On adhère à une personne qui incarne quelque chose. Et ça, c'est un peu troublant, mais il faut se résoudre. Faut accepter que dans la vie politique, il y a ces deux. Il y a les idées, il y a les individus qui les incarnent, et on leur fait confiance ou pas. C'est troublant et ça peut paraître être, aux yeux de certains, une démission de sa pleine participation démocratique. Vous évoquiez l'Amérique. Le grand homme de la politique française du XXe siècle, Général de Gaulle, a été souvent persiflé par ses adversaires comme étant un crypto-autocrate, qu'il soit éclairé ou non. On basculait rapidement dans cette accusation, et c'est clair que pour moi, ce que vous soulevez, Éric, c'est fondamental. C'est-à-dire, il y a un dilemme du grand homme en situation démocratique. Évidemment, ce dilemme n'existe pas en situation autoritaire, bien sûr. Encore moins. Je veux dire, Atatürk est assurément aux yeux des Turcs de la première moitié du XXe siècle un grand homme, mais c'est peut-être pas celui qu'on souhaite en démocratie. Et
cette catégorie-là est malaisée et problématique en démocratie. Ouais. Ça fait aucun doute. Ouais. C'est une réflexion qui me fait penser à un texte de Pierre Manant dans, je pense que c'était La dynamique de l'Occident, où il réfléchit à la part du grand homme en démocratie, c'est-à-dire le grand homme, c'est la figure qui révèle la part inachevable de la démocratie. Celui qui vient nous rappeler qu'il y a une part aristocratique inévitable en démocratie. Et il prête même, il s'intéresse à la psychologie du grand homme et il nous dira, c'est celui qui veut dire à tout le monde qu'il n'a pas besoin d'eux. Autrement dit, il a le sentiment aristocratique, il a besoin d'être coopté parce qu'on est en démocratie, mais en dernière instance, il veut transcender la légitimité démocratique. Alors je prends ça pour vous ramener à 2 études que vous avez fait récemment, Éric Bédard sur Jacques Parizeau, Karl Leblanc sur Lucien Bouchard. Je crois qu'on peut dire de ces 2 personnages qu'ils sont des grands hommes dans l'histoire récente du Québec, dont nous n'avons toujours pas fait notre deuil politiquement de ce qu'ils ont représenté. Quel type de passion retrouvez-vous lorsque vous les étudiez? Je crois, Éric Bédard, vous soulevez la résolution de Parizeau, une espèce qui une capacité d'inspirer par la résolution. Karl Leblanc, si je comprends bien dans Nation, il y a une capacité intuitive une capacité à deviner le peuple, le suivre dans ses mouvements pour lui donner quelquefois l'élan supplémentaire. Donc, quelles sont, je dirais, les passions, les traits de personnalité que vous retrouvez chez les personnages que vous étudiez ou que vous suivez d'une manière ou de l'autre? Éric Bédard. Je vais à ce moment-là revenir à une expérience plus personnelle, mais en même temps essayer de comprendre à travers ça. Lorsque j'entends pour la première fois Jacques Parizeau à 18 ans dans une salle de l'Est de Montréal, qui vient s'adresser à nous, on était tous des jeunes cégepiens. En gros, on était tous pas mal acquis dans la salle à l'argumentaire souverainiste. On était tous des souverainistes. Donc Jacques Parizeau ne venait pas nous convaincre d'adhérer à la souveraineté. Nous connaissions déjà pas mal l'argumentaire. Donc, il s'agissait d'adhérer d'avoir une espèce de conviction que lui allait pouvoir nous amener à bon port, que lui avait une détermination suffisamment solide pour nous amener à bon port. Et donc, ce qu'on avait senti cette fois-là, ce que moi j'avais senti cette fois-là, c'est cette détermination, ce rock, où je me disais, voilà un personnage qui pourrait faire autre chose que de la politique, pourrait être un brillant professeur, pourrait faire autre chose, et il décide de se consacrer à ça. Ça m'avait beaucoup impressionné, et je pense que, justement, alors, quand on adhère à un parti, à un mouvement, à une idée, on adhère à des idées, c'est très rationnel, mais on adhère aussi à une personne, et on adhère à ce qui émane de cette personne-là. C'est difficile de la décrire. Et moi, ça m'a pris du temps à comprendre ce que j'avais vécu. Alors, par exemple, Parizeau, on a toujours dit à l'époque qu'il était un homme du passé. Ses opposants disaient qu'il était de la vieille garde, tout ça. Et pourtant, je sentais bien dans la salle qu'il y avait quelque chose d'électrique qui venait de passer. Et il avait rien aussi d'un orateur à la Pierre Bourgault, on peut se le dire. Il était un bon orateur, beaucoup moins puissant que Lucien Bouchard. C'était plus un conférencier. En fait, moi je dirais que c'est plus un conférencier qu'un orateur, Jacques Parizeau. Quand il s'adressait à nous, le professeur, le conférencier, davantage que l'orateur, il est devenu un meilleur orateur avec les discours de l'Élysée, d'après moi. Mais comme orateur, il ne parvenait pas à toucher les affects, les sentiments. Il n'était pas dans les affects, exactement. C'était pas l'homme indigné qu'on sentait chez Lucien Bouchard. Mais en même temps, c'était autre chose. Alors, avec lui, c'était autre chose. C'était justement celui qui ne se soumettait pas à ce qu'on attendait du chef politique, d'être cool, d'être branché, d'être gentil avec les jeunes, de faire jeune, d'avoir cette familiarité qu'on a aujourd'hui. Il ne se pliait, mais absolument pas à ça. Et je suis sûr que j'étais pas le seul que ça impressionnait. Donc, quand on dit qu'on adhère à quelque chose qui émane d'une personne, moi, personnellement, c'était ça. Pour d'autres, c'était autre chose, mais moi, c'était ça. Et donc, c'est mystérieux, tout ça. C'est une drôle de chimie. Karl Leblanc. Ah, c'est une race quand même peu peuplée, cette race des grands hommes. Et on peut assurément dire, enfin, pour caricaturer, je dirais que le grand homme est l'antipode du gestionnaire. Or, nous vivons, moi, dans ma vie adulte, j'ai vu passer essentiellement des gestionnaires, la plupart mauvais. Mais donc, dans le fond, ce qui est assez rare, et c'est le cas chez M. Bouchard, je trouve, et je vais rebondir sur ce que vous disiez, Éric, c'est que chez M. Bouchard, il y a une grandeur, de toute évidence,
je sais plus d'où vient l'expression. Vous savez, cette idée qui disait, ou en fait, il y avait une boutade qui disait Trudeau, c'est ce qu'on voudrait être, l'évêque, c'est ce qu'on est. Hein? Et il y a Churchill aussi qui disait le grand homme d'État indique la voie au peuple. L'homme politique se fait indiquer la voie par le peuple. Mais je reviens à Bouchard. Ce qu'il y a de particulier chez Lucien Bouchard, pour moi, c'est une grandeur de style, en quelque sorte, mais une modération dans le contenu. Souvent, on associe... je veux dire, le nom de Gaulle le 18 juin, c'est immense. Le propos est immense, le style est immense. Là, il y a vraiment... Mais chez certains, comme chez M. Bouchard, il y avait quand même une modération. C'est comme chez l'évêque, d'ailleurs. Mais il n'y avait pas, je dirais, la grandeur de style. Je répète, je reviens sur le style parce que... Et pour reparler de Jean-François Revel à nouveau, il a écrit un livre sur le style du général. Hein, voilà. Et donc, je crois que c'est important. C'est pas du tout... Vous ne croyez pas qu'il y a chez Bouchard quelque chose comme un style majestueux, disons ça comme ça? Quand il quitte, par exemple, en 1990, le gouvernement, et puis... il y a chez M. Bouchard... une capacité d'incarner l'incarnation d'un tragique. Oui. D'un tragique presque innommable pour un peuple qui, je crois encore aujourd'hui, ne conçoit pas qu'il puisse être porteur de cette part qui est pourtant commune à tous les peuples. Hein, tous les destins sont tragiques, tous les individus comme tous les peuples sont mortels, et donc il y a quelque chose de tragique. S'il y a des gens qui sont battus et qui continuent de se battre pour l'indépendance du Québec, c'est qu'ils pensent que le peuple québécois ou cette francophonie en Amérique du Nord n'est pas immortelle, c'est pas une essence qui est là de tout temps et donc il y a une part de tragique comme dans la mortalité de nos vies d'individus. Alors moi, j'ai toujours senti que chez M. Bouchard, il y avait cette conscience aiguë de ce tragique, mais cette modération au niveau des modalités qui faisait un mélange assez particulier chez lui, qui n'est pas le cas chez M. Parizeau. Hein? Et donc, je dirais que la grandeur chez Lucien Bouchard était le refus de contaminer cette conscience du tragique par la gestion. M. Bouchard n'était pas intéressé à être un gestionnaire. Je vous laisserai bondir là-dessus. Mais pour moi, c'est frappant parce que ça aussi, et je reviens à ce que vous disiez, je terminerai là-dessus, ça aussi, ça nous rappelle qu'en démocratie, souvent, on a tendance à ramener vers le bas nos hommes politiques. On veut qu'ils soient des bons gestionnaires et on est gêné qu'ils veuillent être autre chose. Qu'ils puissent vouloir être autre chose. C'est ça. C'est justement. Alors là, ceux qui se présentent à nous, au fond, et c'est surtout le cas peut-être depuis la Deuxième Guerre mondiale, en régime démocratique, il y a comme différents cas de figure. Il y a celui qui se présente à nous, celle comme l'expert de l'administration publique finalement, et l'expert qui a décroché un doctorat là sur le fonctionnement de l'éducation dans un monde démocratique avancé. Je caricature l'expertise. Le deuxième cas de figure, c'est le gestionnaire. Il a de l'expérience dans la gestion. Il a déjà fait ça. Il a déjà gouverné une entreprise, souvent, ou il a été à la tête d'un ministère comme sous-ministre. Il sait gérer du monde et il va nous proposer une bonne gestion de bon père de famille ou bon. Et alors que le personnage dont on parle aujourd'hui, cette espèce de grandeur en politique, ça peut pas aller dans cet ordre-là. C'est quelqu'un qui, au fond, nous fixe un horizon. Nous fixe un horizon, et nous dit on peut aller vers là, et on peut aller vers là, mais comment? Alors là, il y a deux cas de figure que je vois. Il y a le leader à la Barack Obama, disons, en rassemblant. Nous allons, je vais tirer le meilleur de nous-mêmes. Et qui essaie de rassembler, qui essaie de dire nous sommes tous du bon monde au fond, puis moi je pense qu'on peut aller vers cette terre promise. est un autre leader qui est plus dans la polarisation. Si tout va mal, c'est à cause d'eux, ou c'est à cause de lui, ou c'est à cause de tel groupe. Et il exprime une sorte de colère, de ressentiment. Et il y a une forme, Nixon a incarné ça, par exemple. Alors, mais en démocratie... On pense à Trump. Ouais, mais en démocratie, en même temps, on a différentes options, on a différentes déclinaisons. Sarkozy a été un petit peu dans ce registre-là aussi. En 2007. En 2007. Cibler
ceux qui empêchent, dans le fond, le groupe, la nation, les adversaires, Hollande a dit, il y a un capitalisme financier, on cible un ennemi. Et on dit, et on essaie, ça marche pas toujours. Alors que quelqu'un comme Barack Obama a essayé de dire, on rassemble, on essaie de tirer vers le haut, on n'est pas dans le négatif. On fixe un horizon. En même temps, les grands leaders sont ceux qui nous ont présenté ces vastes horizons en disant, moi, je pense que je peux vous amener là. C'est une prétention choquante quasiment en démocratie. C'est ça le paradoxe de ce que vous dites, Carl, justement. Oui. C'est comme quelqu'un qui nous dit, écoutez, il y a quelque chose de plus que de payer ses impôts, d'en vivre en société. Mais moi, si je peux me permettre, je trouve que vous ratissez un peu large. En tout cas, il me viendrait pas à l'esprit d'inclure François Hollande, le président qui voulait être un président normal, dans la catégorie des grands hommes, tout comme pour caricaturer, parce que dans le fond, on peut poser la question de plusieurs façons. Est-ce qu'Olof Palme, qui prend le métro et qui malheureusement va y périr, est-ce qu'on peut être un grand homme politique quand on prend le métro? Quand on veut à ce point être normal? Quand on veut à ce point assumer la démocratie au risque de se couper ses propres ailes? Moi, je crois, si je peux exprimer mon désaccord, qu'un grand homme politique n'est pas celui qui rassemble, certainement pas Barack Obama. Pour moi, c'est quelqu'un qui nous contraint en quelque sorte. Là, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si on est un grand homme politique, on nous pousse hors de notre confort. Quand De Gaulle dit non, la majorité des Français ont pas envie d'entendre ça. Donc, il y a quelque chose de la contrainte. On évoquait l'élitisme qui consiste qui est connexe à cette notion de grand homme. On peut pas l'éviter. Mais il est clair pour moi que il y a une occasion. Hein, on évoque, il y a l'homme, mais il y a l'occasion. Les circonstances qui permettent à un homme de révéler sa grandeur. Voilà, Lucien Bouchard disait, les grands discours, c'est d'abord une circonstance. Ben, c'est vrai aussi pour, je veux dire, si vous arrivez dans une société repue, indépendante, pacifique, matériellement heureuse, qu'est-ce que vous allez proposer quoi? D'aller conquérir Mars? Je veux dire, il y a des occasions, et c'est clair que, malheureusement, le 20e siècle a fourni de nombreuses occasions. Mais j'aimerais donner... en fait, je voulais juste évoquer ça parce que pour moi, il y a quelque chose du grand dérangement chez le grand homme. Il y a quelque chose, on va aller ailleurs ou plus loin, qui révèle, vous pensiez que vous étiez heureux, mais non. Et ça peut être mieux. Les choses vont plus mal qu'on le croit, mais peuvent aller mieux qu'on l'espère. Voilà. Mais je donne un exemple inusité, qui pour moi répondrait, parce que dans le fond, on discute pour essayer de circonscrire la catégorie. Un exemple beaucoup plus dans l'ombre du 20e siècle, mais un homme qui, pour moi, qui n'a pas gouverné, et qui s'appelle Berlinguer, et qui est un communiste italien qui va contre son groupe pour éviter la dérive. Alors, on parle d'un homme politique, on parle pas d'un grand dirigeant. Berlinguer a été un des premiers dirigeants communistes du 20e siècle en Occident, à donner le coup de barre, et ça a été au prix de grandes douleurs. Alors on pourrait faire des parallèles dans la même catégorie. La doxa nationaliste a été heurtée avec Mitch. Je veux dire, il y a des gens qui ont été forcés de choisir avec Mitch. Je viens de sauter, j'en suis conscient. Mais moi, je veux dire, je connais des gens qui étaient indépendantistes et qui ont été torturés par cette entente. Oui, ça nous donne quand même, et puis il y a probablement beaucoup d'indépendantistes. Si je comprends bien votre propos, le grand homme ne peut pas s'enfermer à jamais dans sa doctrine, à la manière surtout pas dans son clan. Surtout pas une capacité de sortir de son propre clan quelquefois pour faire l'histoire. Oui, de se faire violence et d'imposer. Il y a quelque chose de... Oui. Mais je me souviens que c'est comme ça, ou moi en tout cas, que je distinguais aussi, disons, un Parisot d'un Bouchard, ou même d'un Lévesque. C'est-à-dire, Parisot était l'homme, par exemple, de la longue marche, mais tout à fait en osmose avec le mouvement qui le portait, puisqu'il n'avait pas l'espèce de charisme pour avoir une connexion directe avec le peuple, alors que Lucien Bouchard, c'était pas tout à fait ça. C'était une sorte de chef dans la tradition, les Français appellent ça, vous savez, la tradition bonapartiste. Oui, l'homme providentiel. L'homme providentiel, mais plébiscité, hein?
plébiscité, et toutes les médiations entre le peuple et lui sont gênantes, sont contraignantes, sont étouffantes. Bouchard avait du mal avec, pas juste le PQ, avec les partis en général, tout comme un peu l'évêque. L'évêque était assez jacobin dans sa vision du monde. Il y avait une société, puis il y avait des chefs, et puis tout ce qui était intermédiaire entre les deux était gênant. Alors que Parizeau était l'homme de la longue marche, était le premier d'un grand mouvement qui devait venir du sol, du peuple. Et d'ailleurs, sans le parti, sans le mouvement, M. Parizeau aurait eu du mal à s'imposer, probablement. S'il avait été comme dans le régime présidentiel à la française, s'il avait mis son nom sur un bulletin de vote à côté de Lucien Bouchard, ou peut-être qu'il aurait pas eu la même force, un peu comme Mais vous avez raison, Lucien Bouchard incarne la grande différence, c'est qu'il incarne, si la notion d'individualité forte est un critère fondamental, c'est clair que ce critère-là c'est Bouchard. J'ajouterais, dans le cas de Lucien Bouchard, voilà un homme dont la légitimité fondatrice vient d'une rupture avec le gouvernement auquel il appartient. Mais voilà, la grande différence avec Parizeau, c'est que chez Parizeau, il y a une espèce de... Alors là, je veux pas choquer personne, mais il y a une espèce d'aisance idéologique. Il y a une cohérence à tout le moins. Il y a une famille à laquelle il appartient depuis toujours. Mais j'utilise le terme d'aisance parce que c'est jamais facile que de se distancier de ses alliés. Ouais. Momentanément, circonstanciellement. Alors, je veux pas trop gloser sur le courage de la brisure, mais il y a quelque chose de cet ordre, je crois, qui peut nous aider à détecter la présence d'une personnalité forte. Si je lançais la question dans le parcours des grands hommes, à tout le moins c'est une suggestion de Gérard Bergeron dans un de ses livres. Il disait en politique l'essentiel n'est pas de naître mais de renaître. Autrement dit, il y a une traversée du désert, il y a un passage à vide, il y a une rupture fondatrice, il y a un moment d'isolement, il y a ce moment où on est confronté à sa propre vérité et on ne peut plus faire confiance au milieu auquel on appartient pour exister. Il faut qu'on connecte autrement avec le peuple et tout ça. Est-ce qu'il y a ce moment, cette rupture indispensable lorsqu'on s'intéresse à la figure du grand homme? Oui, puis ça fait que le club devient beaucoup plus select. Ouais. Parce que tout ce que vous venez de dire, parce que cette traversée du désert, elle est pas, il n'est pas donné à tout le monde d'être Saint Paul. Donc le club est beaucoup plus select si on admet ce critère que vous venez d'évoquer. Mais de ce point de vue, Éric Bédard, on pourrait dire que chez Jacques Parizeau, il y a quand même une double rupture. Il y a le fameux voyage à Banff, dont on a tellement parlé, qui est une rupture à tout le moins avec son milieu social. C'est pas une rupture politique au sens, mais c'est une rupture avec son milieu social. Et ensuite, c'est la rupture avec l'évêque, c'est-à-dire une rupture idéologique dans son cas. C'est-à-dire... Mais quand l'évêque disparaît, en 84, c'est vrai. Ensuite, pour ressaisir l'héritage, la rupture s'efface pour ressaisir l'héritage. Ça, c'est assez impressionnant, comment il a fait ça, d'ailleurs. Mais je pense qu'il y avait, de toute façon, par rapport à l'évêque, une sorte de respect, de fidélité au patron, comme il l'appelait, quelqu'un qui, lui, justement, avait une connexion avec le peuple. Je pense, je l'ai entendu le dire, ça, clairement, que cette connexion, il disait, je suis un technocrate sans âme, avec une couche de patriotisme, qui me vient de ma femme, il disait ça à peu près. Oui, c'est vrai qu'il y a eu cette rupture. Alors, nous allons bientôt passer à la pause pour quelques instants. Nous reviendrons ensuite pour cette discussion portant à la fois sur la figure du grand homme et sa possibilité dans la démocratie qui est la nôtre. Radio VM. Alors, chers amis, nous sommes de retour à la Vie des idées avec l'historien Éric Bédard et l'écrivain et documentariste Carl Leblanc pour cette discussion portant sur la figure du grand homme et plus exactement, pourrait-on dire, du grand homme en démocratie. On a évoqué tantôt la question du désir de familiarité qu'il y a souvent en démocratie pour l'homme politique, ou à tout le moins le sentiment qu'ont les hommes politiques qu'ils doivent donner des gages de familiarité. Michael Ignatieff va flipper des burgers, Stockwell Day sautait tout nu dans un lac, on pourrait trouver d'autres figures de François Hollande qui se voulait président normal et qui d'ailleurs se promène en scooter en cachette à Paris pour aller rejoindre sa maîtresse. Donc il y a tout cette espèce de désir de familiarité qui domine la vie politique. Pourtant, vous me corrigerez peut-être, mais j'ai l'impression que le peuple est plus exigeant envers ses élites qu'on ne le croit. C'est-à-dire qu'il y a
je vais utiliser une formule entre guillemets, mais un désir monarchique, pas au sens de fidélité dynastique et tout ça. Un désir hiérarchique. Un désir hiérarchique, mais monarchique, c'est de la figure, l'homme qui décide. Et je crois qu'il y a dans le peuple un désir pour des figures qui se détachent du commun et qui incarnent ce leadership. Évidemment, en échange, on exige le droit de lui trancher la tête si nécessaire, symboliquement. Mais alors, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas, au fond de la démocratie, le sentiment de son inachèvement, le sentiment de son incomplétude et la nécessité qu'elle ressent au fond d'elle-même que des figures s'en détachent pour calmer ses excès égalitaristes? Karl Leblanc ou Éric Bédard. Je voudrais dire, j'ai beaucoup d'amis qui sont, par exemple, d'ardents républicains. Hein, puis moi-même, je suis pas à l'aise qu'on vive encore dans une monarchie constitutionnelle. C'est complètement archaïque et tout ça. Et moi, je serais d'emblée d'accord pour que le Québec ou le Canada, mais en tout cas le Québec, soit une république. Et que les selfies soient interdits au président. Oui, ça, c'est plus délicat. Mais mes amis républicains, des fois, je trouve en même temps qu'ils ont une conception un peu irréaliste, disons, de la citoyenneté. De l'idée que, alors, à les entendre, les citoyens, et je reconnais ça chez quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'affectionne, de Claude Belland, quand il vient sur la place publique. C'est-à-dire qu'à les écouter, les citoyens sont partout, sur tous les comités, siègent sur ci et ça. En fait, finalement, les porte-paroles ne sont que des porte-paroles. Hein. Ceux qui viennent à incarner les fonctions de président ne sont au fond que des porte-paroles. Et on a vu ce discours de la classe. Hein, Gabriel Nadeau-Dubois était voulait absolument pas tomber dans le culte de la personnalité. Hein, alors ça qu'il aussi. En était la figure absolue pendant le printemps. Et contre son gré. Je pense qu'il était sincère dans cette démarche-là. Puis c'est par la suite, bon, il a acquis toute son indépendance quand il a quitté. Mais donc, je crois que c'est irréaliste, cette perspective-là. Je crois qu'on est en démocratie, on restera dans une démocratie de représentation. On va rester là. Je vois pas d'autres modèles alternatifs. On ne peut pas abolir complètement la part de verticalité. Oui, la verticalité, exactement. On ne peut pas l'abolir. On peut avoir, on peut se faire des discours entre nous, se dire on devrait être plus actif. Je devrais moi siéger sur ma caisse, mon CA de caisse populaire. Je devrais aller voter aux élections scolaires. Je devrais être plus actif. Mais on voit les limites de ça. Et donc, on est condamné à avoir un régime de représentation où on élit nos gens périodiquement à la suite d'une délibération qui se fait lors d'une élection. Et donc, cela étant, on doit à ce moment-là choisir des gens qui nous inspirent et qui vont prendre des décisions un peu en notre nom, éventuellement, qu'on pourra battre. Et donc, il faut assumer ça. Une fois qu'on a assumé ça, là, qui choisit-on? Alors, est-ce qu'on choisit un gestionnaire ou on choisit quelqu'un qui a une vision, qui a un souffle, qui nous amène ailleurs et qui n'est peut-être pas comme nous, justement, qui est peut-être quelqu'un qui se démarque de nous? Je pense que moi, oui, je dis oui à ça et je veux pas nécessairement quelqu'un, cette personne-là a certainement une vie privée, mais mes parents aussi ont une vie privée. Et je suis pas nécessairement intéressé de connaître tous les détails. Oh là, il y a... Non, mais il y a un lien. Ça, c'est qu'il y a mais tellement dans le sens de l'autorité. Est-ce qu'on peut avoir 2 heures de plus? Non, mais Karl, vous êtes d'accord? Non, ben, bien sûr, vous soulevez la question de la transparence, de la verticalité. Voilà. On peut en parler longtemps. D'ailleurs, ce que vous venez d'évoquer, pour moi, est au cœur d'un débat qui va continuer de l'être dans la démocratie québécoise des prochaines années. C'est les modalités de vote. La fameuse proportionnelle qui satisfait l'esprit peut être choquant pour quiconque a le souci de l'incarnation en politique. Moi, le jour où je ne voterai que pour des idées, et ensuite on déléguera le contingent de représentants de cette idée pour aller au Parlement, j'espère que je serai vieux. En tout cas, j'ai un souci d'incarnation. Je ne crois pas être le seul parmi mes concitoyens. J'aime bien l'idée que les gens du fameux plateau à Montréal ont voté pendant des années pour Jean-Claude Malépard, qui était ce libéral de gauche, en quelque sorte, mais ils votaient pour Jean-Claude Malépard. Ils se seraient présentés pour le parti Zoom Zoom et ils auraient voté pour Jean-Claude Malépard. Donc, je crois que l'incarnation... Ah oui. Et qu'est-ce que le grand homme, sinon l'échelle supérieure de cette incarnation, l'ultime incarnation, en quelque sorte. Donc, c'est fâcheux, cette notion de grand homme, parce que c'est très élitiste, mais c'est précieux parce que c'est une échelle humaine. C'est une échelle humaine, puis je pense qu'on a besoin de se tourner vers des personnages qui nous inspirent, qui
qui ont des talents que nous n'avons pas, qui ont une force, qui ont une vision, et c'est inspirant pour nous, c'est inspirant pour la démocratie, et je vois pas pourquoi on devrait renoncer à ça parce qu'on a peur des dérives populistes ou. Il y a une formule chez Régis Debré, je pense que c'est dans son À demain de Gaulle, où il dit l'histoire de la gauche est une série de mouvements de foule, alors que l'histoire de la droite c'est une galerie de portraits. Donc, il disait, autrement dit, évidemment, je veux pas abuser des catégories gauche-droite, mais ce qu'il disait par là, c'est qu'il y a quelquefois il assimile ici la gauche à une forme de démocratie radicalisée, c'est l'incapacité de tolérer toute forme de hiérarchie, toute forme, je disais, de verticalité, toute figure d'exception qui tranche avec le commun, alors qu'il y a la tentation à droite, justement, spontanément, de se tourner vers l'homme providentiel d'une manière ou de l'autre. Mais j'ai l'impression que dans notre discussion, une question qui revient souvent, la formule d'Éric, une capacité d'inspiration. La capacité d'inspiration, c'est aussi la capacité de jouer sur les passions. En démocratie, on a tendance à vouloir chasser les passions comme si elles contaminaient le jeu politique, comme si elles venaient écraser la politique sous des considérations extérieures. Or, me semble-t-il que les grands hommes politiques sont ceux qui sont capables justement de jouer sur ces passions brillamment au service de leur cause, bien évidemment. De jouer sur les passions et sur la symbolique. Mais on peut pas nier que les passions ont contaminé la politique. Bien évidemment. Le 20e siècle, mais le jonché de cadavres qui sont les fruits des passions. Mais imaginons une démocratie complètement asséchée sur le plan passionnel, et ce n'est plus une démocratie. Écoutez, je vais trahir mon âge vénérable, mais j'ai visité l'URSS. Ça c'est comme dire tout à l'heure, c'est comme dire j'ai déjà eu un Walkman. Donc j'ai visité l'URSS et à l'époque j'étais un jeune gauchiste impénitent. Et ce qui m'avait frappé, c'était, je le savais, mais il faut aller sur la place rouge à Moscou à l'époque de l'URSS pour réaliser à quel point le culte de la personnalité dans un régime qui se voulait le régime la victoire des idées. Hein? C'est un peu au point même où le pays n'existe plus. Union des républiques socialistes soviétiques, la Russie charnelle disparaissait du pays. Voilà. Donc tout comme ça c'est une autre histoire, j'allais dire tout comme le ministère des Affaires extérieures a disparu dans notre pays pour devenir affaires mondiales. Nous sommes tous voilà qui est une contradiction ultime, hein, un régime, parce que là on parlait vraiment du culte de la personnalité. Je veux dire, la monarchie existe toujours en Angleterre, mais les Anglais n'ont pas le culte de la personnalité de la reine Élisabeth, comme les Soviétiques ont été contraints de l'avoir pour Staline et compagnie. Mais tout ça pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure en entrée de jeu de cette deuxième partie, Mathieu. Vous évoquiez la verticalité et moi. Je reprendrai à mon compte alors vous citiez Régis Debré, je vais citer Woody Allen ou les Max Brothers, je ne sais plus qui disait je ne voudrais pas faire partie d'un club qui m'accepterait pour membre. C'est Woody Allen qui cite les Max Brothers. Bon, alors voilà, je fais, deux pour un. Alors je ne ferai pas confiance à quelqu'un à qui je me retrouve totalement, sinon je ferai de la politique. Alors, je n'en fais pas, donc j'exige plus de celui qui voudra assumer cette verticalité, parce qu'en est une, parce qu'elle est incontournable, je sais. Mais donc voilà, donc je crois que il serait assez vain de contester la nécessité d'une verticalité, et c'est sûr que la notion du grand homme est un exemple parfois dérangeant. De ça, tu sais, c'est pas, je reviens sur De Gaulle, c'est celui qui a dit non, c'est pas un berger qui a guidé, c'est quelqu'un qui a dit non. Vous tous qui vous apprêtez à vous aplaventrer devant les Allemands, je vous dis non et je vous incite à dire non. Alors, il y a quelque chose de dérangeant qui est le contraire du conciliant. Vous évoquiez Barack Obama, qui est le contraire du rassembleur, en fait. C'est quelqu'un de dérangeant parce que Mais est-ce que, je retournerai la question, est-ce que dans un pays le cas d'Obama soulevé par Éric Bédard est intéressant. Dans un pays qui était épuisé par une guerre extérieure un peu insensée, qui avait poussé la polarisation idéologique très très loin, est-ce qu'à l'occasion, le grand homme ne peut pas être aussi le pacificateur, celui qui réconcilie une nation exagérément divisée? Je crois qu'Obama est assurément un homme politique remarquable. Mais le grand homme, pour moi, j'exige que... Oui, mais je pense que si... je pense que ce que vous dites, au fond, on l'a évoqué, on pourrait en parler un peu,
c'est que le grand homme existe s'il y a une circonstance qui se présente. C'est-à-dire que en temps de paix, tout le monde est heureux. Il n'y a pas d'événement dramatique qui va appeler. Tony Blair et Barack Obama ont été de grands guérisseurs de sociétés défectueuses et un peu malades. Mais donc le grand homme, c'est celui qui voit cette faille là, ou cet événement, cette chute, cette rupture, et qui s'en saisit pour justement soit rompre, ou soit annoncer, ou soit proposer quelque chose d'assez différent et qui justement qui peut donner espoir, ou qui peut nous inviter à continuer une lutte, ou bon. Donc ça prend une personnalité qui a un charisme, mais ça prend un événement. Et pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que on a beaucoup évoqué la figure du général, mais aussi on pourrait parler de Churchill. Dans ces deux cas-là, vous avez deux indéniables grands hommes, mais dont la volonté parfois n'était pas suivie. Ben, c'est que la grande volonté, sans les circonstances, peut avoir l'air d'un homme ça peut être celle d'un homme qui va s'y faire finalement. Oui. Churchill, dans les années 30, il vaut la peine de le rappeler, est un homme que l'on considère, pardonnez-moi, que l'on considère vaincu, fini, usé, on se moque de lui. Un vieil homme qui prophétise une guerre dans laquelle il pourrait jouer un rôle alors qu'on croit qu'elle ne viendra pas. Et ce sont les circonstances qui transforment le bulldog en colère en chef de guerre et en chef de nation d'exception. De ce point de vue, on pourrait dire, même quand on s'intéresse à la politique telle qu'elle se passe chez nous, ceux qui disent qu'il suffirait d'une grande volonté même quand on parle de la question nationale, une grande volonté pour relancer le mouvement souverainiste. Il suffit de le vouloir vraiment, d'être clair. Non, s'il n'y a pas une espèce de faille historique... Le volontarisme d'un Jacques Parizeau, c'est buté à un mur. Le volontarisme de Jacques Parizeau, sans le lac Meech, c'est celui d'un chef de parti voué à l'éternelle opposition. Exactement, je suis assez d'accord. Je pense que ça pourrait se vérifier dans les faits. Mais je veux dire, mais là, si on tombe dans... Moi, je veux pas me gargariser de ce mot, mais je le répète, la tragédie n'est pas à nos portes. Et à mon avis, l'élément tragique est presque est partie intégrante de la définition de la grande intervention. Je veux dire, est-ce que dans nos sociétés, je veux dire, remettre à flot GM, est-ce que c'est on peut pas comparer ça assurément que au débarquement de Normandie. Donc c'est sûr qu'on est dans des catégories c'est clair. Vous parlez de la notion de tragique, j'aimerais vous lancer là-dessus. Je crois que c'est assez important, c'est que le grand homme est là dans la mesure où une nation a besoin d'être sauvée d'une certaine manière. Si on a besoin d'une réforme des CPE, on n'a pas besoin d'un grand homme, on a besoin d'un gestionnaire de talent. Alors, pour qu'une nation ait besoin d'être sauvée, il faut qu'elle se sache, qu'elle puisse périr. Il faut qu'elle sache qu'elle puisse disparaître. Pour qu'elle ait besoin d'être sauvée, il faut qu'elle soit dans l'histoire, qu'elle ait une conscience du tragique. Or, me semble-t-il que la démocratie contemporaine, à bien des égards, fonctionne cherche à neutraliser le tragique, cherche à neutraliser le conflit, croit dissoudre même le conflit dans la figure de la communication perpétuelle. Il suffirait qu'on se parle pour qu'on s'entende finalement. On va même prêter ça en disant avec les islamistes, on pourrait peut-être finalement se comprendre d'une manière ou de l'autre. Donc toute société qui croit vivre en dehors de l'histoire peine à envisager la figure du grand homme. Alors je vous relance là-dessus. Est-ce que vous croyez que notre société, à moins d'être secouée par un événement extérieur d'une manière ou de l'autre, soit en matière de questions nationales ou d'autres choses, peut redécouvrir la nécessité de grandes individualités, ou elle préférera plutôt la figure du gestionnaire réconfortant? Je vais à ce moment-là revenir à ce que vous évoquez en filigrane par rapport à la question du tragique. C'est-à-dire que là, il y a deux visions de l'histoire, mais avec un H majuscule, qui peuvent s'affronter. Il y a une conception qui est peut-être même dominante, qui est une conception d'une histoire un peu linéaire. Nous allons vers une sorte de progrès perpétuel et nous sommes un peu dans la mécanique pour y arriver. Il s'agit de trouver les bonnes formules, la bonne mécanique, le bon système pour et en même temps, ces gens-là ont de bons arguments. Et de ce point de vue, l'intelligence technocratique est exceptionnelle. Voilà, l'intelligence technocratique, les experts, les bons gestionnaires, et en même temps, ces gens-là ont des bons arguments. Regardez le monde, l'Occident, il y a 3 siècles. Aujourd'hui, il y a quand même un vrai progrès. Les femmes peuvent voter. On a tous accès à l'éducation. Les Noirs ne sont plus esclaves. Bon, il y a un vrai progrès. En même temps,
Je pense que la figure tragique, c'est celui qui dit tout ça est vrai, mais l'histoire peut aller en avant et en arrière. On peut avancer et reculer. Il y a des hauts et des bas. Ou des forces longtemps refoulées peuvent rejaillir. C'est-à-dire, quand on pense à la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire des forces presque maléfiques rejaillissent dans l'histoire, il faut être capable de les combattre. Exactement. Il y a des convulsions. Parfois, on est traversé par des convulsions qui sont, dans le cas de la Deuxième Guerre, c'était un peu les résultats, le visage très laid de la crise terrible des années 30, hein, qui a engendré des monstres parce que, bon, les gens mouraient de faim. Alors, au fond, ça renvoie à une conception, à une sorte d'anthropologie de l'homme, de la personne. Est-ce que les êtres humains sont forcément meilleurs aujourd'hui, en 2016, qu'ils ne l'étaient il y a 5 siècles ou non? Je pense que le grand homme qui a une conception plus tragique de l'histoire, et c'est le cas, je crois, et ça aussi, j'en ai déjà parlé, on en a déjà discuté, Mathieu, c'est ce qui peut-être peut distinguer aussi un Lucien Bouchard d'un Jacques Parizeau. Jacques Parizeau est animé d'une certaine foi technocratique dans l'amélioration des sociétés par la connaissance presque technique du fonctionnement de l'État, alors qu'un Lucien Bouchard, lui, un grand littéraire, humanité classique, qui a lu, lui, là, vraiment, l'histoire, c'est des hauts et des bas. Et les êtres humains, on peut s'en méfier parfois. Ils sont pas toujours gentils. Mais c'est très important ce que vous dites ici. C'est-à-dire, au niveau de la formation, on me pardonnera le contraste Parizeau et Bouchard. Effectivement, on a un homme d'économie, de sciences sociales, qui croit à la planification rationnelle et technocratique d'une histoire qu'on peut maîtriser si on maîtrise bien les leviers. Alors qu'effectivement, et Karl Leblanc, vous avez eu l'occasion de le fréquenter, c'est le moins qu'on puisse dire, un Lucien Bouchard médite par la médiation de la littérature, de l'histoire. Pour lui, c'est une école de passion. Oui, ben vous avez vous-même commis un texte sur le conservatisme de Lucien Bouchard. C'est assurément pas un individu qui est un de ces... il y a une bonne cohorte de gens béats devant le progrès de nos sociétés. Alors, on peut pas classer M. Bouchard dans ce club-là, c'est sûr. C'est sûr, je veux juste rebondir. C'est clair qu'il y a, en tant que Nord-Américains, nous sommes face à un déficit d'occasion. Alors, je pense que je vois pas surgir à court terme des individualités fortes qui pourraient par volontarisme provoquer les choses, parce que c'est de ça, on y revient, c'est de ça dont il s'agit. Et puis, on l'évoquait en tout début de discussion, le prophétisme en politique a donné lieu à de très tristes événements. Donc ça aussi, on s'en méfie. Hein. Quand un prophète naît, il y a un peu plus de malheur dans le monde. Souvent, ça a souvent été le cas. Donc, je dirais que je sais pas si moi je me désole, je sais pas si c'est une race en voie d'extinction, si c'est derrière nous. Hein, mais permettez-moi de vous répondre sur la question du prophète et un peu plus de malheur dans le monde. Je serais d'accord, mais quand on pense à la Deuxième Guerre mondiale, moi c'est une figure vers laquelle je reviens toujours pour s'opposer aux nazis et ensuite pour s'opposer aux communistes. Ce ne sont pas des démocrates gestionnaires centristes soucieux du respect quotidien de nos droits qui sont imposés. C'est-à-dire c'était un vieux général qui n'était pas complètement étranger à la vieille droite, général de Gaulle. C'est Churchill qui était un lion païen rugissant, soucieux de la grandeur de l'Empire. Autrement dit, j'aime dire de la démocratie qu'elle ne sait pas se défendre d'elle-même. C'est-à-dire laisser elle-même... C'est clair que le Code Morin, en situation de guerre, c'est pas vraiment la meilleure... les délibérations, ouais. Mais alors, j'en reviens à ça. Il se pourrait... Ce n'est pas certain, mais à tout le moins, les événements récents laissent croire que l'Occident fait de nouveau l'expérience du tragique, d'une certaine manière, avec l'islamisme, avec le terrorisme, avec les grandes tensions qui naissent d'une société exagérément éclatée. Est-ce que les conditions de notre temps, vous nous demandez, c'est peut-être une figure des temps anciens, peut-être même plus en Amérique du Nord qu'ailleurs, mais est-ce que les circonstances ne risquent pas de faire naître le besoin qui pousse à propulser des individualités singulières dans la vie publique et à les reconnaître comme grands hommes? Est-ce que les circonstances ne nous amènent pas, ne nous poussent pas dans un tel monde à nouveau? Oui, je crois que oui, mais je crois que la manœuvrabilité du grand homme va être beaucoup plus malaisée. C'est-à-dire que une individualité forte surgissant aujourd'hui ne peut pas se permettre les mêmes modalités d'action qu'un général de Gaulle ou qu'un Winston Churchill. Nous sommes en 2016, les démocraties occidentales étant ce qu'elles sont, disons que pour caricaturer ou pour imager, la verticalité va être plafonnée. Où elle serait plafonnée dans la situation actuelle. Je m'explique très brièvement sur la question de l'islamisme. Il est clair que voilà un sujet délicat,
dans nos sociétés parce que l'accusation d'islamophobie est toujours à nos portes et par ailleurs il est clair que la glissade vers une certaine islamophobie est toujours possible chez certains politiciens. Donc vous voyez là, la voie est très étroite pour quelqu'un qui voudrait assumer le tragique de l'époque, à savoir un malaise intérieur, parce qu'on s'entend, là, c'est pas l'armée allemande qui a envahi la Ruhr, là. C'est une donnée très différente de ce qui s'est passé au siècle dernier. Vous me permettrez de vous relancer là-dessus. Vous parlez de la figure de l'islamophobie. 1958, quand le général de Gaulle reprend le pouvoir, immense manifestation à laquelle participe notamment François Mitterrand, le fascisme ne passera pas. Dans la mesure... Et moi, la chose qui me frappe là-dessus, c'est que j'ai l'impression que la figure du grand homme n'émerge qu'en condition aussi de bris de respectabilité. C'est-à-dire, il y a une figure de la respectabilité qui est présente et il doit traverser une certaine frontière, doit traverser un mur, une forêt d'injures, et c'est la condition de sa naissance politique. Mais je sous-estime pas ça, et je l'évoquais en début, la transgression est une donnée, en fait, de l'action du grand homme. Et je vous rappellerai que lors du second conflit mondial, beaucoup de gens qui ne participaient pas de l'angélisme de Chamberlain et compagnie, et Daladier, ont été traités de germanophobes. Oui. À l'époque. Donc, je suis très conscient de ça et je crois même que le grand homme ou celui qui veut intervenir aujourd'hui va devoir assumer cette transgression que vous évoquez. Éric Bédard. Les difficultés, c'est justement une démocratie qui admet de moins en moins disons, l'exceptionnalité d'une personnalité charismatique qui n'est pas comme nous. Qui est différente, qui se distingue par son intelligence, sa vision. On a du mal, exactement. On a du mal avec ça. Avec aussi le système médiatique qui n'était pas du tout celui d'il y a 50 ans, avec l'information continue, les réseaux sociaux. Donc cette distance, pour avoir une sorte de grandeur en politique, il faut une distance. Si on vous suit au jour le jour, vous prenez votre douche avec vos enfants, puis il y a plus de grandeur parce qu'il y a plus de distance. C'est ça, de Gaulle. Il n'y a pas de grandeur sans mystère et de mystère sans distance. Exactement. Et ça, c'est le fil de l'épée du général. Le sacré est dissous. Je suis assez d'accord avec ça. Maintenant, la question que je me poserais, parce que c'est une question qui peut être légitime de la part de ceux qui se méfient du grand homme, c'est comment distingue-t-on le grand homme du populiste? Comment peut-on... Alors moi j'ai déjà une réponse. Je suis bon, Mathieu. J'arrive avec mes questions et je réponds à moi-même. Mais c'est tout le talent du bonhomme politique. Tu as tout compris. mais en fait je crois que le grand homme, ce qu'on attend de lui en général, c'est que justement il ne flatte pas les vanités, il ne dit pas ce que le peuple veut entendre. Le populiste va dire vous êtes des gens extraordinaires, puis c'est pas de votre faute tout ce qui vous arrive, et puis je vais cibler les coupables. Alors que le grand homme, il dit non, moi je vous promets beaucoup d'efforts, de larmes, de sang. Mais de temps en temps, ne doit-il pas lui aussi séduire De Gaulle à Alger? Dans son fameux discours, il ne dit rien tout en disant tout. De temps en temps, c'est pas la plus belle page de son règne. Je ne dis pas ça, mais c'est la condition de son accès au pouvoir. Il voulait simplement gagner du temps. Et la condition de son accès au pouvoir était d'accepter lui aussi la part du mensonge politique. Oui, mais bon, je pense pas que ça doit être un modèle. Bien sûr, je ne dis pas ça. Non, mais je comprends. Là, c'est une sorte c'est le machiavélien, c'était un peu cynique, Je pense que je me mets à la place des pieds noirs, là, qui ont tout abandonné ou qui se sont fait massacrer, lorsqu'il y a eu l'indépendance, après les accords d'Évian. C'est pas la plus belle page. Je comprends. Je pense pas que c'est toujours nécessaire d'arriver à ça. Moi, j'aurais plus en tête le De Gaulle de 40. Les deux sont nécessaires. Vraiment, il faudrait que la Fondation Charles de Gaulle nous enregistre, là. L'exemple que vous évoquez, pour moi, est un contre-exemple. Pour moi, le De Gaulle d'Alger, c'est pas le grand homme. Le grand homme, c'est celui qui dit aux Français, même s'ils ne veulent plus l'entendre, même s'ils n'y croient plus, qu'il y a une grandeur à leur civilisation, qu'il y a une grandeur à leur pays, que leur pays a un rôle. C'est celui qui va même jusqu'à créer une fiction d'une France qui s'est auto-libérée, d'une France qui va faire front
front à... Mais j'ai l'impression, chers amis, que vous angélisez un peu la figure du grand homme. Je m'explique. Non, il est humain, il est sale. Non, il est né, De Gaulle, vous dites, c'est pas la figure d'Alger. On pourrait répondre que le pays est en risque de guerre civile. S'il ne prend pas le pouvoir, le pays risque de se décomposer et qu'il est nécessaire quelquefois... Faut dire que le génie du général dans les circonstances, c'est qu'il y avait autour de lui toute une série d'hommes pour faire ce qu'il ne voulait pas faire lui-même. Mais Mathieu, vous savez qui a été inspiré par ce discours d'Alger? Allez-y. Robert Bourassa. Robert Bourassa, ah oui, bien sûr. Le 22 juin... Non, mais il l'a dit. Oui, c'est dans le tricheur de Jean-François Lisée. Robert Bourassa, le 22 juin, quand il dit le Québec c'est tout ça, il a en tête le « je vous ai compris ». Donc, il dit aux Québécois, je comprends que... Mais il veut gagner du temps. Alors, est-ce que ça fait de Robert Bourassa un grand homme? Non, je pense pas. Je pense qu'il a juste voulu gagner du temps. Il y avait une faille. C'est tout ce que je voulais dire, c'est que la figure du grand homme en politique ne peut pas faire l'économie des moyens du politique. Si on assume la notion de verticalité, ça veut dire que le grand homme est quelqu'un qui hisse. Là, c'est un moment de la vie de Gaulle où il est calculateur. Il est contraint. Manœuvrier. Il est contraint d'être manœuvrier. Il est contraint à la politique. On n'est pas dans la grandeur de Gaulle à Alger. Je rebondis aussi sur ce que vous dites sur l'histoire. Moi, la chose qui m'a toujours le plus impressionné dans le fameux discours de Churchill quand il dit aux Anglais, on va souffrir. Ça va être dur. Du sang. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est ses références historiques. Il évoque, écoutez là, on est en 1940, il évoque l'invasion de l'invincible armada de Philippe II de 1588. Il évoque Guillaume le Conquérant. Alors, pour ça prend de la connaissance. Ça implique que le peuple comprenne les références. Oui, ça, c'est quelque chose de fondamental. Il y a quelque chose de très profond, là. Nous sommes sur notre île, hein. On a déjà essayé de nous envahir. On a toujours résisté. Et là, on invoque de grands... Et Barack Obama, par exemple, quand il a gagné son discours d'investiture, il y avait une espèce de force de référence à l'histoire moi, là, je trouve que s'il y a une chose qui est absente de la rhétorique politique. La référence à l'histoire. C'est grande référence à l'histoire dans des moments critiques. On peut pas invoquer ça quand on inaugure une garderie, mais il y a des moments où on doit en appeler à cette espèce de réservoir, et là, parce qu'on parle de la symbolique, parce qu'on parle on est rendu là, on donne une espèce de direction, de chemin, et ça, s'il y a une chose qui est absente au Canada et au Québec, c'est ça. C'est vraiment moi, je pense qu'on l'a pas évoqué, on n'aura pas le temps, mais l'idée que cette grandeur c'est peut-être déplacé du champ politique, d'une part. D'autre part, moi, j'ai grandi par exemple, en baignant dans des médias qui me renvoyaient à l'idée de ce que c'était mieux que moi. Or, aujourd'hui, les médias nous renvoient le contraire. Que vous êtes formidable en toutes circonstances. Il y a une abolition de la verticalité absolue dans tout ce qui est médias dans nos sociétés. Donc, le grand homme de demain sera d'autant plus un extraterrestre culturel, en termes de référent culturel. Mais un objet de moquerie. Mais on pourrait parler pendant une heure de la grandeur hors du champ politique. Parce qu'elle s'exprime de façon assez éclatante, beaucoup plus Et sur ces paroles qui mêlent un peu l'espoir, la nostalgie et tout cela, eh bien, nous terminons cette émission. Je vous remercie, messieurs, Carl Leblanc, Éric Bédard. C'était une discussion sur la part du grand homme en démocratie. Je vous remercie infiniment. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vie des idées à Radio Ville-Marie. Merci infiniment.